Alors, nous voilà arrivés à l'étape décisive du théorème de Sylvester, qui est incontournable dans un cours sur les formes quadratiques. On va essayer de l'expliquer, et on garde toujours notre petit synopsis, un petit GPS des points de vue dans les formes quadratiques. Alors, bon, un petit historique quand même, pour voir un petit peu ce qu'on fait. Je vous rappelle que deux matrices sont équivalentes si et seulement si elles ont même rang. Équivalente, ça veut dire qu'elles codent la même application linéaire dans des bases différentes. Et on veut savoir si deux matrices données correspondent à la même application linéaire. Eh bien, il suffit de regarder si elles ont même rang. Et c'est si et seulement si. On veut la même chose avec les matrices congruentes. Mais là, les matrices congruentes, on est dans les matrices symétriques, et là, encore une fois, on va être dans des matrices symétriques réelles. Réelle va avoir toute son importance dans le théorème de Sylvester. Eh bien, ce qu'on va voir, c'est que deux matrices symétriques réelles sont congruentes si et seulement si elles ont même signature. Donc, ça fait beaucoup de choses à comprendre. D'abord, congruente. Je vous rappelle que congruente, ça veut dire, bon, la définition la plus importante, à mes yeux, c'est une définition, en gros, qui se situe dans la géométrie. C'est-à-dire qu'il existe finalement deux bases de notre espace E et une forme commune, quadratique commune, telle que A est la matrice de Q dans une base et B la matrice du même Q dans une autre base, ou dans la même, mais bon, dans ce cas-là, c'est trivial. Et donc là, A et B sont dites congruentes, c'est-à-dire qu'elles codent, ou elles représentent, si vous préférez, la même forme quadratique, avec des bases différentes a priori. Maintenant, une autre façon, mais cette façon est plus calculatoire, est plus matricielle, donc là on était plutôt là maintenant on se situe plutôt là, c'est B égale, alors A et B sont toujours les matrices symétriques réelles, et elles sont congruentes si B égale P transposé A P avec P, donc GLN de R. Voilà. Alors, la congruence est une relation d'équivalence, c'est presque évident, surtout si on le prend comme ceci, plus que comme ça. Essayez de le démontrer avec ça, c'est évident. Démontrez-le avec ça, ça va vous demander un petit peu de calcul. Déjà, vous voyez. Alors, le théorème de Sylvester, qu'est-ce qu'il va dire? Alors, vous le voilà sous deux formes différentes selon si on veut que ce soit matriciel ou en termes de Q. Soit Q une forme quadratique sur un espace E réel, bon, évidemment, de dimension finie n. Voilà. Alors, il existe une base, E, on va dire, sur laquelle Q de x, donc si x se décompose en les xi dans la base E, est égal à x1 carré plus etc. plus xs carré, voilà, moins, alors maintenant arrivent les moins, x s plus 1 carré, etc., moins x s plus t carré. Voilà. Ou, maintenant, ce qui revient au même, eh bien, la matrice de Q dans la base E, vous le voyez, normalement, vous devez, à ce stade, savoir passer de là à une matrice, c'est 1, 1, 1, 1, 1, moins 1, moins 1, moins 1, voilà, dans la base. Et ensuite, évidemment, parce qu'il y en a d'autres, on va jusqu'à n. S plus t, a priori, est inférieur ou égal à n, mais pas forcément égal. Et dans ce cas-là, il y a les zéros ici. Et comme il n'y a pas de terme en xi, xj pour i différent de j, on n'a que des zéros là et là. Donc ça va être une matrice qu'on va appeler I, voilà, S, c'est le nombre de 1, T, c'est le nombre de moins 1, et puis on peut rajouter, si on veut, N pour dire la taille de la matrice, si jamais c'est pas clair. D'accord ? Sinon on dira IST. Voilà. Alors maintenant, voici la chose la plus importante que j'ai à vous dire. Il y a le bon théorème de Sylvester, il y a le mauvais théorème de Sylvester. Le mauvais théorème de Sylvester, il s'arrête là. C'est cette existence, dire il existe une base telle qu'on essaie. Voilà. Maintenant, le bon, c'est que de plus, ST ne dépend que de Q et non pas de la base E. Parce qu'on aurait pu imaginer qu'avec une autre base,
on ait une forme comme ceci, mais avec des S et des T différents. On pourrait imaginer que dans une autre base, on a un plus grand nombre de S et un plus petit nombre de T, un plus grand nombre de zéros, voilà. Bon. Eh bien non, ça ne dépend pas de la base. Et sans rajouter cet alinéa au théorème de Sylvester, ce n'est plus le théorème de Sylvester, c'est le mauvais théorème de Sylvester. Voilà, ça fait du bien de le dire. Maintenant, la preuve. La preuve, il y a en gros deux preuves. Je ne dis pas la bonne et la mauvaise, mais il y en a une, on va dire, qui est calculatoire et pas très illuminante. C'est celle qui va consister à regarder les choses comme ceci, en écrivant la forme quadratique Q en fonction de coordonnées et en faisant des changements de variables grâce à un processus algorithmique qui s'appelle, vous le savez probablement, la méthode de Gauss, et qui va amener petit à petit à obtenir une somme ou une différence de carrés, en tout cas quelque chose comme ça, avec des formes linéaires ici, donc ça c'est les fonctions coordonnées, donc en fait en général c'est des formes linéaires indépendantes. Bon, alors, cette méthode, je préfère pas la faire, je la trouve pas très illuminante entre nous, elle apporte pas la petite étincelle. Bon. Bon, ça parle à des machines, ça, nickel. Et c'est rassurant, parce que c'est du calcul. Mais, pas très gratifiant. On ne sait pas ce qu'on fait quand on fait du calcul, on ne comprend pas. Je préfère la méthode qui va passer par les matrices, et qui, bon, de toute façon, après, il faudra toujours démontrer cette deuxième partie. Voilà, donc on va trouver une méthode un peu plus géométrique, où on va faire des choses géométriquement, avec des orthogonaux, qu'on a vu dans un cours précédent, et on va relier ça à des matrices. Voilà. Allons-y. Alors d'abord, je vais prendre le point de vue de psi b pour ces histoires de zéro. Comment psi b peut voir cet espace qui est là, d'accord? Donc l'espace engendré par les éléments, les derniers éléments de la base, qui donnent les zéros, s'il y a lieu. Alors, je vous rappelle que psi b, c'est une application linéaire qui va de E dans E étoile, qui à x donne b de x machin. Donc, le rang de psi b, bah, ça va être le rang de la matrice de Q. D'accord? Ça, c'est la définition, hein, bien sûr. Et puisque la matrice de Q, par définition, c'est la matrice de psi b. Voilà. Donc, c'est le rang, et on va l'appeler R par définition. Bon. Le noyau maintenant de psi b, qu'est-ce que c'est que le noyau de psi b? Ben, c'est l'ensemble des x de E hein, qui sont envoyés sur la forme nulle, c'est-à-dire telle que quel que soit y dans E, b de xy est égal à 0. Voilà. Alors, entre parenthèses, ah oui, puisque le rang de psi b c'est R, la formule du rang nous dit que la dimension de ker de psi b c'est n-r. Voilà. Alors, maintenant, je vous ai dit, je vais utiliser l'orthogonalité, et on a des théorèmes d'orthogonalité qui nous demandent que Q soit non dégénéré. Et ça m'embête s'il y a un noyau. Donc je vais me restreindre au cas où il n'y a pas de noyau, où le noyau est trivial, nul. Voilà, alors on y va. Je vais prendre tout simplement un supplémentaire quelconque du noyau, d'accord? Voilà, c'est un supplémentaire du noyau dans E, et la première chose, 1. D'abord, je remarque que la matrice de Q, dans une base adaptée à cette décomposition, d'accord, bah, ça va avoir quelle tête? Je vous rappelle que la matrice de Q, c'est B de EI, EJ. Donc EI, EJ, si EI, EJ sont dans F, on va avoir la matrice de la restriction de Q à F, dans cette base. Si EI est dans F et EJ est dans ker,
eh ben, on va avoir 0, puisqu'on est dans Ker, donc par définition, si on est dans Ker, l'image B de xy va faire 0. Donc ici, on aura 0, là, et 0 là. Et si les deux sont dans Ker, évidemment, ça fait deux raisons d'avoir 0, donc on a 0. Voilà. Donc ce qui veut dire que maintenant, je peux toujours prendre un f ici, me restreindre ici à f, et voir ce qui se passe. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me restreindre à f, Q va se restreindre à f, et pour récupérer la matrice finale, j'aurai plus qu'à border par des zéros, comme ici. D'accord? En rajoutant, en quelque sorte, le noyau. Bon, très bien. Mais maintenant, à quoi ça m'a servi de me restreindre à f? C'est que la restriction de Q à f est non dégénérée. Bon, alors là, ça c'est bien. Je vais le démontrer. On va prendre c'est quoi le noyau de la restriction de Q à f? C'est l'ensemble des x dans f. Alors attention, tel que b de x, y égale 0, quel que soit y, mais y dans f. D'accord? Voilà. Alors là, je vais basculer. Je suppose que x est dans f. Alors, j'affirme que b de xy est égal à 0, quel que soit y dans e. Pourquoi? Parce que si c'est vrai dans f, pour passer à e, je fais que ajouter un élément du noyau. Mais un élément du noyau, ça va me donner, par bilinéarité, c'est comme si j'ajoutais 0. Voilà. Donc b de xy, ça va faire 0, plus le 0 qui est là, ça va faire 0 en tout. Voilà. Quel que soit y dans e. Donc ça veut dire que x est dans le noyau de psi b. D'accord? Puisque x, il va vérifier ça maintenant, quel que soit y dans e, et non plus dans f. Voilà l'astuce. Mais comme il est dans f intercar de psi b, donc c'est 0, par construction de f. Voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à m'intéresser au cas où Q est non dégénéré. Je peux toujours me restreindre à ça, et ensuite je borderai par des zéros. Donc maintenant, je vais regarder cette partie-là. Alors maintenant, on s'est restreint au cas où Q était non dégénéré. Et donc on va montrer par récurrence sur la dimension de l'espace, n, que si Q est non dégénéré, alors il existe E il existe une base E, telle que la matrice de Q dans E, c'est une matrice de cette forme. Cette fois-ci, on a juste enlevé les zéros par rapport à la forme de départ. Alors, regardons ce qui se passe pour n égale 1. C'est toujours, ça fait toujours du bien de faire des choses en dimension 1. Ça permet de vérifier qu'on a bien compris, qu'il n'y a pas de malentendu entre nous et la théorie, quoi, en quelque sorte. Hein. Alors, H1, Q de x1, xe1, donc on a une base E1, hein, en dimension 1. x1, donc Q de x1, E1, forcément est de la forme AX1 carré. On veut un polynôme homogène de degré 2 sur les coordonnées, mais il n'y a qu'une seule coordonnée, donc c'est ça. Et comme Q est non dégénéré, A est différent de 0. Donc dans la base E1, la matrice de Q, c'est juste Q de E1, donc c'est juste A. Voilà. Et maintenant, on peut voir matriciellement qu'elle est congruente à 1, si A est strictement positif, parce que ici, j'écris racine de A, alors si vous préférez racine de A transposée, mais c'est racine de A quand même, c'est des matrices 1, 1, 1, racine de A, donc là, ça fait bien A. Et si A est négatif, là, on a A, et on met racine de moins A, moins 1, racine de moins A, d'accord? Donc quand ça va se multiplier, ça va faire moins A, fois moins 1, ça va bien faire A. Bien. Donc, vous voyez déjà même pourquoi on appelle ça une signature, hein, parce que déjà pour la dimension 1, c'est le signe, finalement. C'est le signe de A. Bien. Alors maintenant, on va démontrer que Hn implique Hn plus 1, maintenant qu'on va démontrer qu'on était toujours congruent, on a toujours une base, on est toujours congruent à soit la matrice 1, soit la matrice moins 1, donc on est bien dans ce type-là. Et maintenant, on va supposer qu'on a Hn et on va montrer Hn plus 1. Donc, comme Q est non dégénéré, je vais avoir un vecteur que je vais appeler E1 dièse, tel que Q de E1 dièse est différent de 0, oui, parce que si je n'avais pas un tel vecteur, ça voudrait dire que Q est nul, or Q est non dégénéré. Donc, Q n'est pas nul en particulier.
Donc je sais que j'ai un vecteur tel que Q de E1 dièse est non nul. Donc maintenant, soit alpha 1 Q de E1 dièse, et je vais appeler, donc comme il est non nul, il a un signe, positif ou négatif, hein, il n'y a pas d'ambiguïté, je vais l'appeler epsilon 1 égale 1 si le signe est positif, et moins 1 si le signe est négatif, et je vais poser E1 égale E1 dièse divisé par racine de epsilon 1 alpha 1. Vous avez compris que epsilon 1 était là pour compenser, pour pouvoir prendre la racine justement, c'est-à-dire que si alpha 1 est négatif, ben, j'ai un moins, donc moins ça va faire plus, et je peux prendre la racine, et si alpha 1 est positif, ben, epsilon 1 c'est 1, et donc là je peux prendre la racine directement. Donc maintenant Q de E1, ben, comme Q est homogène de degré 2, Q de E1, ben, je sors, et ça va être au carré, donc on va avoir 1 sur epsilon 1 alpha 1, Q de E1 dièse, et Q de E1 dièse, étant donné que c'est alpha 1, je simplifie, ça fait 1 sur epsilon 1, mais comme epsilon 1 c'est plus ou moins 1, ça fait aussi epsilon 1 ici. Voilà, donc Q de 1 est égal à epsilon 1, donc on a presque gagné, on a un epsilon 1 ici. Maintenant, je vais prendre donc D, la droite engendrée par E1, et j'affirme que la restriction de Q à D est une forme quadratique non dégénérée. Bon, évidemment, c'est une forme quadratique, mais pourquoi elle est non dégénérée? Parce que quand vous regardez la matrice de QD dans la base E1, eh ben, c'est juste epsilon 1. D'accord? D'après ce qui est ici. Parce que Q de 1, c'est epsilon 1. Donc on a ça, par définition d'une matrice dans une base. La matrice ici est non nulle, donc bon, elle est inversible ici, d'accord? Donc QD est non dégénéré. Voilà, si vous voulez, son déterminant, ben, c'est epsilon 1, c'est non nul. Très bien. Comme elle est non dégénérée, alors ça, c'est un théorème que vous pouvez aller chercher dans le cours que j'ai fait sur l'orthogonalité. Q est non dégénéré et Q restreint à D, donc Q est non dégénéré, hein, ça c'est l'hypothèse, et Q restreint à D non dégénéré, alors, et c'est même un si et seulement si, mais là on a juste un alors, hein, D est en somme directe avec son orthogonale pour B. Voilà. Donc ici on a E égale cette somme directe. Ce qui va me donner envie de regarder, là ici j'ai epsilon 1 qui va se retrouver ici, j'ai l'orthogonalité D orthogonale, donc dans une base ici je vais avoir que des zéros ici, et maintenant je vais avoir ma récurrence, puisque je suis en dimension plus petite. Mais pour pouvoir affirmer ma récurrence, il faut quand même que je prouve que Q, quand je restreins à ce sous-espace, reste non dégénéré. Et ça, je vous l'ai dit, quand on a une forme quadratique non dégénérée, on peut avoir quand même une restriction à un sous-espace qui dégénère. Bon. Alors là, il faut quand même montrer que là, c'est non dégénéré. Bah oui, c'est simple, parce que si on prend x dans l'orthogonale et y dans l'orthogonale, donc ce qu'il faut montrer, hein, d'accord, hein, c'est que x, s'il est dans le noyau de la forme, alors il est nul. Bon. Alors je vais prendre x dans le noyau de la forme. Le noyau de la forme, attention, ce n'est pas les x tels que q de x égale 0, hein, c'est les x tels que quel que soit y dans le même espace ici, alors, dans l'espace qui est ici, b de xy égale 0. Voilà. Mais si on a un tel x, alors j'affirme que quel que soit y dans E, cette fois-ci, bah, b de xy égale 0, parce que ici, je vais prendre y, je vais le décomposer, hein, comme y est là, je vais le décomposer en somme de yd et yd orthogonale, et je vais décomposer en utilisant la linéarité à droite, bah, comme x est dans des orthogonales, ça fois ça va faire 0, et comme x est dans le noyau de cette forme, ça fois ça va faire 0 aussi. Donc ça fait 0 plus 0, ça fait 0, et donc ça veut dire que x est dans le noyau, mais cette fois-ci, de q. Donc ça veut dire que x égale 0, parce que q est non dégénéré. Donc j'affirme que ça, c'est non dégénéré. Très bien. Donc je peux appliquer. Et maintenant, je prends là mon E1 ici, et je complète par une base qui a été donnée par ma récurrence. Et bien je vais avoir comme nouvelle matrice, alors regardez, epsilon 1, c'est ça.
là que des zéros et des zéros parce que les éléments de ma base ici sont tous orthogonaux à E1. Et puis maintenant, ici, j'ai exactement ce que je veux, c'est-à-dire, par récurrence, G7. Donc maintenant, ce epsilon 1, il vaut 1 ou moins 1. J'ai plus que... Si c'est 1, bah, je garde ma base telle qu'elle est. Et si c'est moins 1, eh ben, je le mets au fond. C'est-à-dire, je vais échanger le premier vecteur et le dernier vecteur de la base pour être sûr que j'ai un moins 1, que mon moins 1 est par ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a montré là? Le mauvais théorème de Sylvester, c'est-à-dire la partie sans l'unicité de la signature. Et là maintenant, on va partir sur l'unicité. Alors montrons cette unicité. C'est-à-dire, on va partir de Q, une forme quadratique. Cette fois-ci, elle est quelconque, elle peut être dégénérée, non dégénérée, c'est pas grave. Et on va supposer que dans une base E, alors la matrice de Q est sous cette forme. On sait qu'il existe une base. On vient de le voir. Donc l'existence, c'est bon. Et c'est sous cette forme. Alors, j'affirme que S et T ne dépendent que de Q et non pas de la base E qui a été choisie. C'est-à-dire, si on prend une autre base dans laquelle c'est la même forme, alors on aura les mêmes S et T. Bien. Alors, regardez. La première remarque, c'est qu'on va regarder le rang de cette matrice. Le rang de la matrice de Q, donc ici, c'est clair que c'est S plus T. D'accord? Voilà. Bon, c'est évident. Maintenant, par définition, c'est le rang de l'application linéaire psi b. On sait que le rang de psi b, c'est le rang de sa matrice dans n'importe quel choix de base, de base de E et de E étoile. D'accord? Ça, c'est indépendant des choix de base. Donc le rang déjà de psi b, c'est égal au rang de la matrice de Q qui, dans la base E, alors là c'est n'importe quelle base, donc je choisis ici dans la base E, et ici, ça c'est S plus T. Donc déjà, je sais que S plus T ne dépend que de la forme quadratique Q et non pas de la base choisie, puisque psi B, par définition, ne dépendait que de Q. Dans ce petit synopsis, on n'a pas eu besoin de choix de base. Le seul choix de base, c'est quand on prend une matrice. Bien. Maintenant, si j'arrive à montrer que S ne dépend que de Q, comme S plus T ne dépend que de Q, ça voudra dire que S et T ne dépendent que de Q. Bien. Et maintenant, roulement de tambour, S, c'est le max de la dimension des sous-espaces de E, tel que QF est défini positif. Donc vous voyez qu'ici, vous n'avez pas vu de base, il n'y a pas de base, ça ne dépend que de Q. Dès que vous avez une forme quadratique, vous pouvez définir ce max-là. Évidemment, il existe et il est indépendant d'une base. Alors, maintenant, montrons que S est égal à ça. Donc, comme ça ne dépendra pas d'une base, S ne dépendra pas d'une base, donc T ne dépendra pas d'une base, etc., etc. Et pour montrer cette égalité, on va montrer une double inégalité. Alors d'abord, inférieur ou égal, ça c'est évident. Il suffit de trouver un sous-espace F de dimension S tel que QF est défini positif. Ah oui, mais là on prend ici, puisque on a une base E ici qui a été trouvée tout à l'heure, eh bien on prend F égale E1 jusqu'à ES, et on va avoir Q de X égale somme de, étant donné que on est là-dessus, donc vous voyez bien que la matrice de Q restreinte à F dans cette base-là, ça va être l'identité. On a une base orthonormée. Donc Q de X, c'est la somme de I égale 1 à S de xi carré. Ça, on l'a déjà vu, c'est la forme standard d'une forme définie positive. Parce que là, on va de 1 à S, évidemment. Donc, comme dim de F ici, c'est égal à S, j'en déduis que S, il est inférieur à ce max. Bien, maintenant, plus grand ou égal. Alors, donc, je vais partir d'un sous-espace F,
telle que QF est définie positive. Et ce qu'il faut montrer, c'est que dim F est inférieur ou égal à S. Si j'arrive à montrer ça, alors le max de ces dim sera aussi inférieur ou égal à S, et j'aurai l'inégalité dans l'autre sens. Donc, je vais introduire cette fois-ci l'autre sous-espace supplémentaire à celui-ci. G égale le sous-espace engendré par S, ES plus 1 jusqu'à EN. Donc c'est un sous-espace, celui-ci, qui va être de dimension n moins s. Et Q de x, dans cette base adaptée à G, donc ça va être moins x s plus 1 carré, moins x s plus 2 carré, jusqu'à moins x s plus t carré, après que c'est que des zéros, d'accord, d'après cette forme-là. Bien. Et bien maintenant, j'affirme que si x appartient à f inter G, alors Q de x est inférieur ou égal à 0, d'accord, d'après cette formule-là, parce que x appartient à G. Et comme x appartient à f, le simple fait que Q de x soit négatif ou nul avec Q sur f défini positif implique que x égale 0. C'est la définition de défini positif. Donc ça veut dire que x est nul, et donc maintenant on a x inter G. C'est l'espace trivial. Bien. Alors donc ça veut dire que f et g sont en somme directe, ils sont dans E, donc la dimension de la somme directe est forcément inférieure à n, puisque f plus g est inclus dans n. Et donc ça nous fait que la dimension de f plus la dimension de g, mais la dimension de g c'est n moins s, est inférieure à n, et ça nous fait bien dim de f inférieur ou égal à s. Et on a démontré le théorème de Sylvester.